Ma reconversion. Votre reconversion. Ta reconversion. Sa reconversion. Tes reconversions. Notre reconversion. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Annabelle Walker, je suis journaliste, mais là je suis en reconversion professionnelle, en BTS Gestion et Protection de la Nature. Je suis arrivée au campus Nature Provence à Gardanne. J'étais juste venue en janvier pour passer les tests de positionnement, tests écrits sur la botanique, anti-chemin de fleurs, des questions comme le rôle de la prédation, tout ça. Et puis ensuite un entretien individuel oral. Bon, donc j'ai été prise et me voilà en octobre. Je me gare sur le parking des étudiants. Alors d'un côté, il y a le lycée agricole. Et pour la petite histoire, ma sœur y a étudié dans sa jeunesse. Donc c'est un petit peu un retour vers le passé. Mais moi, je me dirige du côté en face du lycée, du côté CFPPA, c'est-à-dire Centre pour adultes du ministère de l'Agriculture, comme le lycée agricole. Et donc, il n'y a que des adultes, mais je vais les découvrir puisque c'est le premier jour. On entend les oiseaux. Ouais, c'est un campus assez vert. C'est un lycée agricole. Donc, il y a pas mal d'arbres. Là, je passe à côté des engins agricoles de l'exploitation du lycée. Des petits tracteurs, tout ça. Là, il y a une installation intéressante qui s'appelle la marcotte, avec de la permaculture et une petite construction maison, on dirait, avec plein d'expérimentations et un petit panneau explicatif. Alors j'aime beaucoup le long de la clôture du stade, il y a des vignes. J'ai goûté le raisin, il est très bon. Et puis il y a des petits framboisiers. Et j'ai aussi goûté les framboises, c'est très bon. Voilà, je approche du bâtiment. Je vais couper le micro parce qu'ils ne me connaissent pas encore. Débarquer comme ça avec un micro, ça se demande d'abord. Donc je vous retrouve à la fin de la journée. À tout à l'heure. Voilà, le premier jour est passé. J'ai rencontré mes camarades de promo. C'est marrant de dire ça à mon âge. On est 15 en tout. Il y a tous les âges, vraiment. Ça va du début de la vingtaine au début de la cinquantaine. 51 ans, je crois, la doyenne. On a 3 jeunes qui ont l'air d'avoir le début de la vingtaine. On a beaucoup de trentenaires, je crois que c'est le gros des troupes. 2 cadras, dont je fais partie, et 3 quinquas. Hommes, femmes, c'est assez bien réparti. Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage ? Bon, on aime tous la nature, évidemment, je crois que c'est un prérequis. Et il y a un profil, je crois que c'est un bon tiers de la promo. Il y en a au moins 5 sur 15 qui sont ce que je vais appeler des baroudeurs, des backpackers, comme on dit en anglais, qui ont beaucoup bourlingué, voilà, qui ont fait des tours du monde, en tout cas des voyages à l'autre bout de la Terre pendant de longues périodes, avec des visas qui leur permettent de travailler également. Donc je pense qu'ils l'ont dit d'ailleurs, c'était l'une des raisons qui les ont éveillés à la nature. Au départ, c'est le goût de l'aventure, du voyage, de la découverte. Et puis, on découvre tellement d'écosystèmes magnifiques qu'on a envie de les protéger. Il y en a pas mal qui ont fait de la plongée sous-marine, voilà, qui parlent de coraux. Et puis, le gros des troupes vient de Pôle emploi, donc des demandeurs d'emploi, mais dont certains ont quitté leur travail exprès pour faire cette formation. Et ici, en région PACA, la région sud complète. Donc, les allocations chômage sont versées par Pôle emploi, par rapport aux droits acquis par chacun. Il y a des jeunes qui n'ont pas travaillé, mis à part un service civique. Et du coup, ils ont droit à un strict minimum. Je crois que c'est à peu près 300 et quelques euros par mois.
Et puis d'autres voilà, qui ont travaillé suffisamment pour avoir des allocations plus conséquentes. Et c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui leur paye le coût de la formation. L'année de formation coûte entre 7 000 et quelques euros jusqu'à 10 000 et quelques. Voilà, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure de l'année, chacun. Au fur et à mesure que moi aussi, j'apprends à les connaître. J'ai hâte. Et puis, je vous présenterai aussi les professeurs, en tout cas pour les matières spécifiques à la gestion et protection de la nature, parce qu'on a aussi des matières générales, maths informatique, anglais, économie et français communication. Et d'ailleurs, on nous demande de faire un choix pour tous ceux qui, comme moi, ont déjà au moins un bac+2. On peut choisir de ne pas passer ces matières générales, donc d'être dispensé. Mais sachant que si on fait ça, il y a 2 conséquences. L'une, c'est qu'on ne pourra pas poursuivre des études plus tard parce que les licences pro, par exemple, recrutent sur dossier, donc regardent la mention. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir de mention si on n'a pas pris des matières générales. Moi, ça ne me gêne pas parce que je ne pense pas continuer, passer ma vie dans les facs. Mais voilà, pour les jeunes qui ont début de la vingtaine, ça peut être le cas. Et puis, autre conséquence, c'est que la moyenne générale, pour obtenir le BTS, il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc les matières générales peuvent servir à compenser des notes peut-être un peu ric-rac sur les matières gestion et protection de la nature. Bon, il y a un très fort coefficient sur l'anglais. Moi qui suis de père anglais, qui suis bilingue, ça m'aurait aidé. Mais bon, quand je vois la tonne de travail, le nombre d'heures, parce que c'est du temps plein. Après, il faut du temps pour bosser par ailleurs chez soi. Donc si on a une vie de famille, des enfants, des trajets, voilà, ce qui est mon cas, je crois que je ne vais pas prendre les matières générales. Mais je vais assister à celles qui me serviront. Maths et informatique, certains cours de français parce qu'on crée une animation. Alors c'est du français mais c'est de la communication aussi. Donc on va créer une animation par petits groupes, donc ça je vais le faire. Voilà. Et maintenant, l'instant formateur. Rencontre avec Yann Moudjianou. Alors, on est avec notre coordinateur de formation, Yann Moudjianou, qui est enseignant sur plusieurs créneaux avec nous. On a le projet professionnel, donc bâtir sa carrière, ce qu'on veut faire de sa vie. On a aussi le projet tutoré, je vous parlerai de ça dans un second temps, et aussi expertise naturaliste, évidemment, puisque c'est un écologue. Donc, on va commencer par projet professionnel, pourquoi on est là, vers quoi on se dirige. Yann, là, c'est du cas par cas en fait. C'est complètement du cas par cas, la différence de la formation initiale où ils sortent tous avec un bac pro, bac techno ou bac général. Ici, on se retrouve avec un public très 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 varié. Il y en a qui sortent avec des équivalents du bac, donc même pas le bac, mais quelque chose un diplôme de niveau 4. D'autres ont déjà des DUG, des BTS, des licences, des masters, des maîtrises. On a même eu des doctorats dans l'histoire. Et du coup, cette pluralité des publics fait qu'on est obligé de s'adapter à chacun et essayer de construire un projet professionnel propre à chacun. Il y en a qui vont venir des sciences de l'environnement, d'autres qui vont venir des sciences sociales. Il y en a qui vont avoir des expériences dans divers métiers, pas forcément en lien et très rarement en lien avec l'environnement. On a eu des garagistes, on a eu des plombiers, on a eu des militaires. Mais ce qui les rejoint tous ici, ce qui les réunit tous, c'est l'envie de travailler sur l'environnement. À la différence d'autres formations, c'est souvent une prise de recul, particulièrement depuis la crise Covid, qu'on se retrouve avec des personnes avec des profils très, très, très différents et très variés. Tu parles de la crise Covid, est-ce que c'est une éco-anxiété, ça vient de là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience un peu générale dans le public qui mènerait à vouloir se reconvertir pour faire quelque chose, mettre sa pierre à l'édifice pour sauver la biodiversité? Alors, il y en a quelques-uns qui viennent avec cette idée d'éco-anxiété, mais c'est plus vraiment contribuer à un meilleur environnement. Mais la plupart se retrouvent plutôt dans trouver un métier qui a du sens. Ils se sont retrouvés dans différents emplois
où c'était juste alimentaire. Et à un moment donné, avec la crise Covid, ils ont eu un peu plus de temps pour se pencher sur ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, souvent, l'environnement est venu là. L'environnement a toujours été présent dans ces profils-là. Ils faisaient des balades nature, ils faisaient de la photographie naturaliste, ils se sont baladés dans aux quatre coins du monde, en France ou à l'étranger. Quoi qu'il en soit, ils avaient tous cette fibre environnementale, mais jamais ils avaient osé la concrétiser avec un métier. Et donc ça fait des profils hyper variés, comme tu l'as dit, avec des gens qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas un bagage de scientifique. C'était mon cas, avec un profil littéraire. C'est difficile de mettre tout le monde à niveau. Alors l'idée, c'est pas de mettre tout le monde à niveau. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir dans ce groupe, on a plein de compétences, de connaissances et d'essayer de faire partager cette connaissance et de faire progresser chacun à son propre rythme. Le projet professionnel est très individualisé, chacun va avoir des objectifs différents. Quelqu'un qui a déjà un Master 2 ou quoi que ce soit, l'objectif d'avoir un diplôme, c'est pas l'essentiel parce qu'ils ont déjà un bac plus 5, avoir un bac plus 2 n'a pas forcément de sens. Par contre, eux, ils vont vraiment récupérer la connaissance pour potentiellement affiner leur métier initial. D'autres qui sont au niveau bac vont vraiment avoir besoin de ce BTS, ce bac plus 2, pour avoir des métiers qui ne leur étaient pas accessibles avant. Pour ceux qui n'avaient pas encore le niveau bac plus 2 en entrant ici, le fait de l'obtenir, est-ce que ça va leur permettre d'obtenir un emploi? Parce qu'on voit dans les offres d'emploi souvent des offres à bac plus 3. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres à bac plus 3, d'ailleurs il y a des réflexions au niveau national pour savoir si le BTS va être maintenu en l'état ou évoluer vers un bac plus 3. Par contre, le BTS GPN est quand même un diplôme relativement reconnu et souvent il se retrouve en concurrence avec des bac plus 3. Et le fait d'avoir pratiqué, d'avoir cette technicité, ce terrain, cette expérience-là qu'un licence n'aurait pas, fait qu'on arrive à être concurrentiel sur ces marchés-là aussi. Tu parles des licences universitaires, pas des licences pro là. Je parle des licences universitaires, pas des licences pro. Les licences professionnelles ont un petit avantage supplémentaire parce qu'il y a quand même ce grand stage en fin d'année, voire l'alternance dans certaines licences pro. Mais de toute façon, pour y accéder, un BTS GPN ou une licence en environnement est quand même fortement recommandé. De la même manière, tout à l'heure, je disais que certains visaient un bac plus 2, d'autres visent aussi à continuer les études après l'obtention de ce BTS. Quelle licence s'offre à eux après un BTS GPN ? Alors, il y a 3 grandes licences qui sont dans la continuité immédiate presque du BTS GPN. Il y a la licence Eden, la licence ATIB, la licence MINA, mais il y en a d'autres un petit peu partout qui ont fleuri ces dernières années sur les thématiques environnementales, sur le génie écologique, sur la restauration des écosystèmes dégradés, sur la cartographie, sur l'agroécologie, sur la gestion et la protection des milieux marins. On a aussi les licences écologie, responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça peut aller dans plein de directions différentes. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ils viennent de plein d'endroits différents en entrant dans la formation. Ils peuvent aller dans plein d'endroits différents à la sortie de la formation. C'est un super trousseau de clés qui peut avoir la nécessité d'être enrichi, le BTS GPN. Donc voilà, certains vont trouver du boulot de suite, notamment parce qu'ils ont certaines expériences. D'autres, pour atteindre leur projet professionnel initial, auront besoin de passer par une licence professionnelle. Justement, est-ce que vous avez un suivi des anciens ? Est-ce que vous faites des statistiques, insertion dans l'emploi immédiat, etc. Alors réglementairement, on est obligé de faire un suivi à 6 mois. Donc 6 mois après la fin des épreuves, on les sollicite pour savoir où ils sont. Grosso modo, il y a un tiers qui trouve du boulot dans l'environnement de suite après le BTS, un tiers qui continue les études et un tiers qui sont encore en recherche d'emploi, en service civique, mais en tout cas pas vraiment sur les métiers de l'environnement auxquels ils se prédestinaient. C'est un peu faible comme répartition si on le prend au sens global à l'échelle de tous les métiers à la sortie d'un BTS. Après, pour un BTS gestion protection de la nature, en France, on s'en tire pas plus mal. La plupart du temps, c'est un quart des candidats qui trouvent un boulot dans les 6 mois. Alors le cursus inclut des heures de projet professionnel. Qu'est-ce que la formation apporte à chaque candidat, refaire son CV, ce genre de choses ? Alors effectivement, en début d'année, on travaille beaucoup sur les CV, l'aide de motivation, techniques d'entretien d'embauche, notamment pour les aider à trouver un stage. On travaille aussi beaucoup sur les projets professionnels, d'où ils partent, où ils veulent aller, est-ce que c'est vraiment cohérent ? Tout au long de l'année, on essaie de leur donner des outils supplémentaires, notamment en termes de gestion de projet, de management, de compréhension du monde professionnel, de travailler sur les réseaux. Et en fin d'année, on va essayer de les accompagner au maximum aussi sur la recherche d'un emploi, d'un service civique
ou sur les licences professionnelles qu'ils aimeraient envisager par la suite. Le BTS GPN, il y a encore quelques années, était divisé entre option animation et option gestion. Maintenant, il est fusionné. Alors, depuis quand exactement ? Depuis 2011. Il y a eu une réforme en 2011. C'est l'année de création du BTS GPN sur Valabre. Donc effectivement, historiquement, c'était séparé entre le côté technicien et le côté animateur. C'était des vraies options avec un tronc commun. Là maintenant, tout le monde est dans la même promotion, tout le monde suit les mêmes cours. Et ceux qui se destinent de toute façon vers un métier technique vont avoir besoin de ce côté animateur, de ce côté médiateur pour parler de leur métier, pour faire valider certains projets. Et l'animateur va avoir besoin de ses ressources techniques, de ses connaissances naturalistes pour pouvoir être plus efficace dans son métier. Et c'est pas rare aussi qu'on a des profils qui changent complètement en cours d'année. Des animateurs qui avaient les BAFA, les BPGEPS, etc., qui se sont dit je vais cultiver un petit peu ma connaissance de l'environnement et qui finalement vont se retrouver en tant que gestionnaire ou technicien parce que c'est des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Ou alors des candidats qui rentrent avec une idée de faire de la gestion, qui deviennent animateurs par la suite et qui s'éclatent dans les métiers d'animation, en sachant que la réalité à la suite du BTS GPN, c'est qu'il y a quand même beaucoup de postes d'animateurs qui sont disponibles et ça peut être une première voie des métiers dans l'environnement. Tous les ans, il y a 2, 3, 4, 5 profils qui ont des idées bien arrêtées, qu'il faut déconstruire pour qu'ils repartent de zéro. Parce qu'on a beaucoup alors moi je les appelle affectueusement les bisounours, qui viennent pour protéger le dauphin, la loutre ou je sais pas quoi. Mais au final, travailler dans l'environnement, c'est beaucoup plus que ça. On ne peut pas se contenter de travailler que sur une espèce. Il y a tout un écosystème, il y a tout un contexte autour. Et après, effectivement, j'ai des personnes qui étaient très, très, très réservées en début d'année, qui sont devenues beaucoup plus sociables en cours d'année et qui ont énormément évolué en termes de relations humaines. Et maintenant, l'instant camarade de promo. Rencontre avec Kelly Dramby. On vient de s'installer en dehors du centre de formation dans un espace arboré entre les pins. Et c'est le moment de prendre le thé avec une camarade de promo. Chaque mois, je présenterai un ou une camarade de promo. Et on va commencer par notre déléguée de classe qu'on a élue, qui s'est proposée parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais on sentait qu'elle en mourait d'envie. C'est Kelly. Salut Kelly. Salut Annabelle. Et donc Kelly, je vais te demander de te présenter, ton parcours. N'hésite pas à revenir loin, ton enfance, tout ce que tu as envie de nous dire. Ok, donc je m'appelle Kelly, j'ai 33 ans. Je suis née en France, mais je suis très vite partie à l'étranger, où j'ai vécu pendant 3 ans en Malaisie. De là, je suis rentrée en France, j'ai fait ma dernière année de maternelle et à la fin du lycée, je suis partie directement en école de police. Je voulais devenir policier. J'ai réussi le concours gardien de la paix et ensuite affectation en région parisienne où j'y suis restée plus de 10 ans. J'ai fait du terrain, j'ai fait de la scientifique et j'ai fait du judiciaire. Et à un moment, j'ai eu envie de partir, voyager, de me prendre une année de congé sans solde. Au final, j'en ai pris 4. Ah ouais, tu fais pas les choses à moitié? Non, là, j'avais décidé de partir, j'avais des économies. Et je voulais découvrir autre chose, je voulais, parce que Paris, je commençais à en avoir un peu marre. Et là, voilà, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Et voilà, j'ai commencé en Angleterre pour me remettre un peu à jour avec l'anglais. En Inde, je ne l'ai pas vraiment pratiqué parce qu'ils ne font pas trop de phrases construites. Donc c'était un peu de vocabulaire pour se faire comprendre et pour comprendre. Par contre, en Australie, là, l'accent était complètement différent. Donc, j'avais l'impression que les 2 mois que j'avais passés en Angleterre n'avaient servi à rien. Parce que c'était un accent vraiment dur, difficile à comprendre. J'ai été donc fille au père. Et ensuite, je suis partie faire des road trips avec différentes personnes. J'étais serveuse. Je promenais les chiens des voisins, je donnais des cours de français. Enfin voilà, à chaque fois qu'il y avait un petit truc innovant, je tentais parce que finalement je connaissais que la police et je voulais m'ouvrir à autre chose. J'avais le visa pour, donc
En parallèle, tu découvrais le pays. Exactement. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a des groupes Facebook pour faire du covoiturage, mais en mode road trip. Donc j'ai fait ça avec 3 personnes différentes. 1 mois avec une, 2 semaines avec l'autre et 2 mois avec un autre. Et c'était génial parce que je découvrais aussi d'autres façons de voyager. Et j'ai beaucoup appris sur moi. T'es pas resté qu'en Australie, t'as continué? J'ai continué, je suis allée au Myanmar, donc l'ancienne Birmanie, en Thaïlande, au Népal, et ensuite les Caraïbes où j'ai appris à naviguer et où j'ai traversé l'océan Pacifique, du Panama jusqu'en Polynésie. Ça aussi, ça m'a beaucoup appris sur ma relation avec les autres, dans le sens où quand il y a un problème, on le règle, parce que sur le bateau, on peut pas dire en fait ça me saoule, je m'en vais. Donc apprendre à communiquer. D'ailleurs, la prof de français avait parlé de la communication non violente. Donc je connais très bien là maintenant pour le coup, parce que j'étais très sanguine. Que là, j'ai appris à prendre du recul et puis voilà, à dire les choses posées, tranquillement. Ouais. Ça vient de ça, ton côté harmonie entre tout le monde, le fait que tu es déléguée de classe, tu essayes que tout se passe bien entre nous. C'est vrai que ça, c'est un point important pour moi. J'ai toujours été un peu à rassembler les gens. Là, ça fait que 2 semaines qu'on a commencé. On commence à voir un peu l'ampleur de chaque matière, des contrôles continus qu'on nous demande. Donc, c'est bien aussi d'avoir une cohésion et pas parler que travail, mais aussi d'avoir d'autres petites activités entre nous que le travail, quoi. Ouais. Et alors, j'allais dire, ton côté baroudeur, il se retrouve aussi sur d'autres profils, parce que dans la promo, mine de rien, il y a 1/3 des étudiants qui ont fait un peu comme toi. Alors, peut-être pas autant que toi. Toi, tu as fait 4 ans carrément de partir à l'aventure avec le sac à dos sur le dos, mais il y en a bien 5 dans la promo sur 15 qui ont fait un peu leur mini-tour du monde. Ce qui est bien, c'est que pour les moins de 30 ans, alors maintenant ça dépend des pays, c'est peut-être moins de 35 ans, avec ce visa, le Working Holiday Visa, je pense qu'il y en a beaucoup qui en profitent, qui à un moment donné de leur vie savent pas trop où est-ce que je vais, qu'est-ce que je peux faire. Et le voyage, mine de rien, ça aide à prendre du recul et peut-être avoir des déclics. Parce qu'on rencontre énormément de gens qui ont des parcours complètement différents. Et puis, le but en voyage, en tout cas pour moi, c'était de discuter avec les autres. Derrière mon voyage, c'était tout le temps chez l'habitant. J'ai jamais été à l'hôtel ou toute seule parce que je voyais pas l'intérêt. J'étais dans ma chambre et je fais quoi? Alors que j'adore discuter, apprendre des autres. Et d'ailleurs, c'est en parlant avec des gens pendant mon voyage, en fait, Polynésie, Calédonie, qui sont vraiment en lien avec la nature, où là, je me suis dit, mais la police, finalement, j'en avais un peu marre. Et l'environnement, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais j'ai pas eu le déclic de suite. Ça a été un peu dans un coin de ma tête. Et c'est au fur et à mesure, quand je suis rentrée après de mes 4 ans, à cause du Covid, j'ai été donc de retour à Paris, à remettre l'uniforme et faire mes missions de police. Et là, je me suis dit, mais... c'est pas possible, je peux plus. Là, ça y est, il y a une fracture en fait qui s'est faite entre la police et moi. Et en discutant avec un copain, il m'a dit, bon, c'est quoi qui t'a animé pendant ton voyage? Qu'est-ce que t'as aimé? Alors je disais, les gens, rencontrer tout le temps des gens, être dans la nature. Et il m'a dit, la nature, oui, il y a des formations, tu peux travailler dedans. Et je pensais en fait à la base qu'il y avait que les associations. On pouvait pas vraiment y travailler en mode salarié ou pour moi c'était que du bénévolat. Et donc il m'a indiqué, il m'a orienté vers l'Office français de la biodiversité. Et moi avec mon statut de fonctionnaire, c'était très intéressant pour moi pour faire la passerelle. Voilà. En plus, on les appelle la police de l'environnement. Voilà, donc ça reste dans mon milieu que j'aime. À la base, j'aime mon métier. Contre les biens et les personnes, voilà, je connais un peu la matière. Mais pour l'environnement, c'est autre chose. Et puis, mais ça reste dans mon domaine de compétences et que j'aime faire. Donc, c'était parfait. J'ai dit, vas-y, je me lance. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu qu'il y avait des postes d'ouverts et j'avais postulé. J'ai été reçue pour un entretien. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à me prendre, mais qu'il manquait les connaissances techniques. Ah, j'ai fait d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ces connaissances? Et de là, ils m'ont orientée vers le BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature. Alors j'ai appelé les lycées, parce qu'au début je me suis dit c'est la suite du lycée, donc j'ai appelé les lycées.
Je leur dis voilà, que je vais avoir 33 ans, que je vais reprendre mes études, comment ça se passe. Et là, elle m'a dit, mais ça serait peut-être mieux de vous orienter vers un centre de formation pour adultes. C'est elle qui m'a orientée vers le centre de formation CFPPA. Donc, il y en avait à Paris, et j'ai dit non merci, je veux absolument partir de Paris. Je suis allée sur Internet, sur Facebook, sur les différents groupes, environnement ou BTS, GPN, voilà. Et il y a eu Yann. Alors, Yann, c'est notre coordinateur, Yann Mjanu. Voilà, qui m'a répondu à un commentaire et qui m'a dit je suis formateur au CFPPA de Valabre, à Gardanne. Bon, j'ai fait OK, et puis il m'a envoyé la documentation. Ça se faisait sur 1 an. Et j'ai dit, vas-y, allez, je me lance là-dedans. Parce que les autres CFPPA, ils faisaient la formation en 2 ans. Je crois que j'en ai vu que 2 qui le font en 1 an. Mais après, il y en a aussi qui le faisaient en distanciel. Je crois que c'est Angers. Et moi, j'ai dit non, il faut que je sois sur place. Ouais, c'est un peu difficile quand on voit ce qu'on fait. Puis on fait des sorties naturalistes. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Voilà un peu mon parcours. Et du coup, tu es là avec nous. Ouais. Tu vas faire ton stage à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ouais, j'ai réussi. Dès que j'ai su qu'il fallait faire un stage, je les ai appelés direct. Après, ce qui a aidé, c'est mon parcours aussi en police, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui essayent de faire leur stage à l'OFB et les réponses sont négatives. Donc, je mesure un peu, en quelque sorte, la chance que j'ai de le faire là-bas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'outre-mer, pour garder ce côté un peu voyage. Après, si tu es embauché à l'OFB en métropole, tu t'en vas pas. Ah non, bien sûr que non. non, ça c'est sûr. D'ailleurs, ton stage, il va être à l'OFB PACA. Bouches-du-Rhône, ouais. Je sais qu'ils prennent pas... Par exemple, moi, ils pourront pas me prendre, parce que c'est que des postes en interne. Ah. Et moi, ma passerelle est considérée comme externe. Mais tu n'as pas besoin de passer le concours, de toute façon. Non, le concours, je l'ai déjà, le concours de la fonction publique. Et ce qui est bien, c'est que interministériel, il y a des passerelles. Donc moi, ça me ferait passer du ministère de l'Intérieur au ministère de l'Agriculture. Et donc toi, tu fais partie des seuls 2 fonctionnaires qu'on a dans la promo, en plus des fonctionnaires de type différent, c'est-à-dire qu'on a Sylvie qui est fonctionnaire territoriale d'une collectivité locale, et toi, tu es fonctionnaire national. De l'État. Ouais. Voilà. Mais vous avez des systèmes où vous pouvez être en congé de formation. Alors, ça fonctionne qu'il faut remplir un dossier avec 36 000 pages. Donc, il faut être vraiment motivé pour compléter tout le dossier. Il faut en fait argumenter pourquoi on veut prendre ce congé de formation. Il peut être refusé, le congé de formation. Donc, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, mon parcours, il tient la route, c'est la suite logique. Donc, ça a été validé dès la première fois. Par contre, il y a des conditions, surtout une. Donc là, on m'autorise, on va dire pendant 1 an, à avoir ce congé de formation. Mais après... je dois le triple d'années à l'administration. Voilà, là, on m'a accordé 1 an, mais après, je dois 3 ans à l'administration. N'importe laquelle, par N'importe contre. laquelle, voilà. C'est pour ça que l'OFB, fonction publique, je peux faire mes 3 années là-bas. Ouais, voilà, après... Et quelles sont tes conditions de rémunération pendant que tu es en congé de formation ? Je touche 85% de mon salaire brut. Donc, Et la formation ne t'est pas payée, par contre ? Non, c'est à moi de payer la formation. Là, c'est 7 200 €. Alors, nos petits entretiens, j'aime bien les terminer en te demandant une recommandation d'un livre, d'un film, podcast ou quoi que ce soit qui ait participé à ce déclic. Alors, le premier où vraiment, là, je me suis dit, waouh, il y a eu un impact en fait sur moi, c'est le film La Belle Verte. Donc, c'est un film de 1996. C'est un peu une comédie un peu loufoque quand on la voit. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, il y a un impact après écologique, la paix dans le monde, comment communiquer aussi entre nous. Après, pour les podcasts, j'aime bien écouter Baleine sous gravillon. Ah ouais, j'adore. Ok, tu connais. Ça, c'est top. Voilà, ça raconte le vivant. Ouais, c'est naturaliste, quoi. Voilà. C'est vraiment, on va au fond des choses dans une espèce ou un taxon, c'est-à-dire voilà, un groupe d'espèces, et sur plusieurs épisodes avec des pointures dans le domaine. Après, vu que j'aime bien, je suis attirée par la mer, il y a aussi Petit Poisson. Petit Poisson deviendra, voilà. C'est le même, la même personne qui parle. Ouais. Donc ça j'adore. Et en livre,
J'en ai pas trop à recommander parce que pendant le voyage, j'écrivais plutôt mon livre. Voilà, ça peut être aussi une production par soi-même. Donc oui, tu as carrément écrit un et même plusieurs, ça va être plusieurs. Voilà, dans ma tête, il y a 3 tomes. J'en ai déjà écrit un et publié. Il s'appelle comment? Quelle aventure? Alors ça s'écrit Kel comme Kelly. Voilà, c'est un jeu de mots entre mon prénom et les aventures, donc K-E-2-L apostrophe aventure. J'y raconte mes 2 premières années de voyage. Et dans le tome 2, il y aura les 2 dernières années. Où là, j'ai vraiment eu aussi le déclic quand j'ai vécu, en quelque sorte, avec une tribu qui vivait qu'avec la nature, en fait, en harmonie avec la nature. J'ai été en contact avec le grand chef et il m'a baladé vraiment partout, même dans des endroits où sa famille ou les familles de la tribu n'étaient jamais allées. Donc je me suis sentie privilégiée et je garde toujours contact avec eux. Je leur envoie des fois des cartes postales. J'ai fini donc par la Calédonie et comme on dit, le meilleur pour la fin, quoi. Vraiment. Oui, comment on fait pour se procurer ton livre et les suivants? Alors, il n'y a que moi qui ai le livre parce que je veux garder ce contact avec les gens. Donc, il suffit de m'appeler ou m'envoyer un message ou un mail. Donc, via ta page Facebook, par exemple? Ou ma page Facebook. Donc, c'est Quelle Aventure? Voilà, c'est Quelle Aventure, K-E-2-L apostrophe aventure. Et normalement, c'est suivi de auteur de récits de voyage. Et bientôt diplômé de BTS Gestion et Protection de la Nature. Yes. Je croise les doigts. C'est tout ce qu'on te souhaite, Kelly. Merci, Annabelle. Merci beaucoup. Et depuis, qu'est-elle devenue? Kelly a postulé à l'Office français de la biodiversité pendant son BTS GPN. Elle l'a intégré directement en sortant de formation via un détachement de la fonction publique d'État. Elle est désormais inspectrice de l'environnement au grade de technicien de l'environnement à l'OFB de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et maintenant, l'instant professionnel. Rencontre avec Guillaume Felsinger. On est ici au parc départemental de la Tour de l'Arbois à Aix-en-Provence avec Guillaume Felsinger qui fait partie de l'Office français de la biodiversité. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, d'où tu viens, quelles études tu as fait? Alors, je m'appelle Guillaume Felsinger, donc j'ai 34 ans. Je suis originaire des Hauts-de-France, dans le département de l'Aisne pour être plus précis. Dès le plus jeune âge, je veux travailler dans la nature, à l'extérieur, etc. C'était globalement la chose. Le premier métier que je visais, c'était ornithologue. Donc voilà, j'avais fait pas mal de sorties nature avec la LPO. Je m'étais formé sur les oiseaux. Voilà, j'étais intéressé là-dessus. J'ai commencé par des études en lycée agricole, donc avec un bac STAE, qui est aujourd'hui le STAV, donc qui est le bac technologique agronomie environnement, que j'ai fait au lycée agricole du Paraclet, donc près d'Amiens. Et ensuite, donc, je me suis orienté vers un BTS GPN, donc gestion et protection de la nature, que j'ai fait du coup au LECTA de C, à côté d'Alençon, dans le département de l'Orne, en Normandie. Et par la suite, j'ai fait une licence pro. C'était à Reims, une licence pro forestière, avant donc de basculer dans le monde professionnel, où j'ai travaillé donc tout d'abord en conservatoire d'espace naturel, puis ensuite en syndicat de rivière en tant que chargé de mission. Des missions qui étaient intéressantes, de faire des diagnostics au bord des cours d'eau, de piloter des chantiers de gestion de la ripisylve, etc. Voilà, c'était quand même très intéressant pour moi. Tu avais passé les concours de la fonction publique ? Alors oui, donc dans les syndicats de rivière, on dépend des collectivités territoriales. Donc pour pouvoir être intégré dans ces collectivités, il faut donc passer les concours. Donc moi j'avais donc passé un concours de technicien principal, puisqu'à l'époque donc j'avais un bac plus 3 en poche. Donc voilà, ça m'a permis d'être titularisé dans la fonction publique territoriale et puis de continuer à évoluer en ce sens, pour après demander donc ce qu'on appelle une passerelle entre les fonctions publiques, c'est-à-dire de pouvoir demander une mobilité et un détachement au sein de l'Agence française de la biodiversité, qui est aujourd'hui l'OFB. Et donc c'est par le biais de cette mobilité que je suis aujourd'hui dans l'établissement dans lequel je suis. Est-ce que c'était un objectif dès le départ d'intégrer l'OFB ? Alors c'était un objectif scolaire, c'est-à-dire que le lycée agricole, j'envisageais peut-être de travailler dans cet établissement-là. C'est vrai que l'uniforme fait beaucoup, les missions de police m'intéressaient aussi, et puis finalement, pour accéder à l'OFB aujourd'hui, c'est par le biais des concours ou par le biais du détachement, par le biais d'autres fonctions publiques. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de façons de rentrer dans l'établissement en tant que fonctionnaire, titulaire.
Il y a des CDD, mais bon, c'est pas forcément des missions stables, hein. Donc c'est vrai qu'il était intéressant pour moi et c'était un objectif, on va dire, de carrière d'intégrer cet établissement-là. Donc je suis arrivé donc en mars 2019 à l'Agence française pour la biodiversité, qui est l'ex-ONEMA, donc qui est plutôt la police de l'eau, donc sur lequel j'exerçais un poste d'ingénieur appui technique, c'est-à-dire qu'au sein du service police, il y a deux types de police qui sont exercées. Il y a une police administrative qui est plutôt axée sur de l'expertise auprès des services de l'État, c'est-à-dire qu'on étudie des dossiers sur lesquels il y a des impacts sur la biodiversité et on vient à conseiller ou sensibiliser les porteurs de projets et surtout les services de l'État, donc les directions départementales des territoires, les DDT, les services de la préfecture et les DREAL sur les impacts que peuvent engendrer les projets. Donc ça, c'était une grosse partie de mon métier, de la police administrative et après du contrôle aussi en phase chantier de ces services-là. Donc ça, c'était au sein de la direction régionale Hauts-de-France. Et 3 ans plus tard, donc là en mars 2022, donc il y avait un poste toujours en direction régionale, mais en PACA Corse. Donc là, on est complètement à l'autre bout de la France. Et le poste que j'occupe aujourd'hui, qui est coordinateur police, balaye les deux types de police que l'on peut faire au sein de l'OFB. Donc la police administrative, c'est-à-dire que je rédige toujours des avis techniques pour le compte des services de l'État, des services de la préfecture, mais j'ai aussi une casquette d'inspecteur de l'environnement, donc qui est une casquette de police judiciaire sur laquelle je coordonne les missions d'envergure que peuvent faire l'OFB, des missions de police de l'environnement, des enquêtes, etc. sur la partie PACA Corse. Si demain je peux très bien être en mission dans les Hautes-Alpes pour être en train d'observer les galliformes de montagne, dans 3 jours je peux aussi être en Corse pour aider les collègues par rapport à des problèmes sur la tortue d'Hermann, ou alors en Camargue parce qu'il y a des thématiques liées aux zones humides, au contrôle de chasse avec l'utilisation du plomb en zone humide, ce qui est totalement interdit. Voilà, donc j'ai quand même la chance d'avoir un énorme territoire d'action qui est PACA et Corse et d'avoir une diversité de paysages et de toucher différentes espèces, ce qui est complètement fou d'être ici en PACA. D'ailleurs, PACA, c'est la région de France où il y a le plus de diversité d'espèces, la plus grande diversité au sein de la France. Ouais, c'est exactement ça. Alors c'était clairement un petit point positif aussi sur pourquoi je veux demander ma mobilité des Hauts-de-France en PACA. C'était pas juste une question de soleil, quoique. Mais non, clairement, c'est vrai que voilà, on arrive. Moi, j'ai passé donc quasiment toute ma partie professionnelle dans les Hauts-de-France, dans un pays un petit peu plus humide, avec une biodiversité qui est assez typique des zones humides, des amphibiens, etc. Et là, on arrive sur des milieux avec des garrigues, avec de nouvelles espèces, de nouveaux enjeux, de nouveaux habitats. Et clairement, voilà, il y a tellement de choses à voir, à apprendre, à comprendre qu'il y a encore beaucoup d'années, je pense, à passer ici pour cerner encore toute la biodiversité. Je passe, on va dire, 95% de mon temps au bureau à gérer des dossiers d'envergure, à passer du temps en réunion avec les porteurs de projets, avec les services de l'État. Donc voilà, c'est pas un métier qui se destine trop à être à l'extérieur. Pour autant, il y a une balance et on a quand même un agenda qui nous permet aussi d'être dehors, que ce soit lors des phases de contrôle, contrôle de chantier, mais aussi de prendre part avec les collègues à des missions de connaissance, de suivi d'espèces. Donc voilà, si j'étudie un dossier, je vais me rendre sur le terrain, certes quelques heures, pour voir le milieu, pour me rendre compte un peu de la biodiversité qui est présente sur le site. Et donc voilà, ça nécessite des connaissances, ça nécessite d'être entouré aussi des collègues qui sont des sachants. Mais c'est vrai que le métier d'inspecteur de l'environnement, c'est un métier d'enquêteur. On peut réaliser une police de flagrance, c'est-à-dire que les collègues sont sur le terrain et donc réalisent des missions. On a des massifs qui peuvent être réglementés au niveau des accès et il fait beau, les gens ont envie de sortir leur moto, leur quad ou simplement d'aller promener leurs chiens sans laisse. Et donc dans les espaces naturels qui sont réglementés, automatiquement, on se doit de surveiller et de limiter ces atteintes. Donc ça, c'est une police de flagrance sur laquelle on fait des missions de surveillance du territoire et on met des amendes en fonction de la gravité des choses. Il n'y en a pas souvent, on va dire que c'est plutôt de la rappel à réglementation. Je pense que c'est important aussi
de se dire que c'est pas parce que on est habillé en uniforme que tout de suite on doit jouer les méchants policiers. Il y a en effet des fois où il est important de sensibiliser les personnes et je pense que c'est vraiment la mission peut-être primordiale de l'établissement, de sensibiliser pour justement faire prendre en considération la nature pour les gens. On n'en a pas trop conscience, mais la faune sauvage c'est aussi un gros trafic, que ce soit sur des espèces, alors on aurait tendance à penser tout de suite à l'ivoire, à l'éléphant, etc., qui sont en effet des trafics assez lucratifs. On a donc la civelle qui est aussi les jeunes anguilles qui sont très prisées par les pays asiatiques et donc le trafic des civelles se passe notamment sur les parties méditerranéennes ou sur les façades atlantiques. Donc ça c'est très lucratif et donc nos collègues sont très vigilants là-dessus. Et après donc là ici dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas en PACA, on a des trafics liés au chardonneret aussi, le chardonneret élégant qui est un oiseau qui est capturé parce qu'il chante très bien, parce qu'il est très beau et donc c'est un marché très lucratif pour ça. Donc oui, on mène des enquêtes pour limiter tous ces impacts-là. Quel conseil tu aurais pour une personne qui entendrait cette interview et qui se dirait « moi je veux faire le même métier, ça me fait rêver ». Moi je pense qu'il faut se lancer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire j'ai un objectif dans la vie, j'essaye de m'y tenir. Je visais peut-être l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quand j'étais au collège, au lycée. Voilà, c'était un métier qui me faisait rêver et finalement par des portes dérobées, par un autre chemin et toujours la même motivation, on arrive tant bien que mal à retrouver je trouve que c'est une belle leçon de vie de se dire tiens, je visais ça dans la vie, j'ai réussi à y aller. Donc ne pas se décourager, se donner à fond et surtout être curieux. Et c'est ça où c'est important, c'est que on a des débouchés qui sont de moins en moins importants dans l'environnement, même si on dira c'est la mode, etc. Pour autant, il y a de plus en plus de gens qui s'orientent dans cette branche-là et le panel de candidats est de plus en plus nombreux pour des postes qui sont de plus en plus restreints. Donc on prend toujours le meilleur candidat. Donc il faut à tout prix, pour être ce meilleur candidat, être le plus curieux possible, s'investir localement avec des associations. Des BTS-GPN, il en sort des centaines tous les ans. Mais le fait d'être dans une association locale, le fait d'aller faire des comptages avec la LPO le week-end, ce que je faisais quand j'étais jeune, etc., c'est toujours une pièce de plus que vous glissez dans votre bagage et qui fait que on vous choisira vous et pas un autre. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Ma reconversion est portée par l'association Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le soutien de la DRAF, du CFPPA d'Aix-Valabre, de l'Adréal, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud. Un immense merci à eux. Et surtout à vous, si vous aussi, vous voulez soutenir les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, faites un don aux Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Hello Asso. Il sera déductible à 66% des impôts. Plus d'infos dans la bio et sur grainespaca.org. À très vite pour la suite de cette aventure.